autres, en construction, on est vraiment en retard. On est passé en arrêt de l'agriculture. Oui, bien sûr. La construction elle-même, qui est un domaine très old school, très archaïque. Les choses marchent, fait qu'on les fait comme celle-là, mais on n'est pas nécessairement centré sur l'innovation comme dans d'autres domaines, en cherchant comment on pourrait améliorer les processus. Et on sait que les contextes actuels, que ce soit de coût des matériaux, main-d'œuvre et tout, ben c'est pas en faisant la même chose encore dans les 10 prochaines années qu'on va arriver au même résultat. Ça marchera plus tantôt. 85% de nos 30 000 entreprises ont 5 employés et moins. C'est le charpentier, c'est l'électricien, c'est le plombier qui démarre sa propre compagnie. Puis lui, c'est un gars de terrain, c'est un gars concret. Puis on demande à ce gars-là, dans 5, 6 ou 10 ans, toi, il faut que tu investisses dans un projet d'intelligence artificielle dans ton entreprise. Ça fonctionne pas ensemble. Rejoignable. Est-ce que l'intérêt est là? Oui. Le temps, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'ils sont pas portés, dans un premier temps, à aller vers l'innovation. J'essaye de faire en sorte que les gens sont de plus en plus intéressés, mais aussi qu'ils prennent pas ça comme étant « je vais perdre ma job ». Souvent, les entrepreneurs, quand ils viennent à nous, là, ils savent juste pas par où commencer. Là. Jouer avec les outils, commencer avec un projet simple. Il faut vraiment partir le mouvement. Il y a une grosse inertie pour démarrer, mais un coup que tu brises cette inertie-là, il y a une culture de transformation qui se fait au sein de l'entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on parle de la place de l'intelligence artificielle en société et dans l'industrie. Aujourd'hui, pour l'épisode tout particulier enregistré en direct de All In en 2025, on a d'abord mon collègue Hugues Maillot et deux invités de l'ACQ que je vais inviter à se présenter, William et Thierry. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui? Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction? Et puis, pour démarrer le sujet, j'aimerais que William, Thierry, vous présentez, parler un peu de l'ACQ et de votre parcours. Même chose pour toi, Hugues, par la suite. Oui, William Gélina Sylvestre, je suis directeur général à l'Association de la construction du Québec, région Mauricie, Bois-Franc-Lanaudière, centre du Québec. On fait partie de la grande famille ACQ. L'ACQ, c'est le plus important représentant des entrepreneurs en construction au Québec. Principalement, on négocie la convention collective des secteurs industriels et institutionnels commerciaux. On donne plein d'autres services aux entrepreneurs, l'impression de plans, la formation, les services juridiques, ainsi de suite. J'ai été conseiller en relations de travail pendant 10 ans. J'ai fait 3 tables de négo sectorielles. Donc, négocier nos 2 grosses conventions collectives, là, nos 2 belles bibles de 300-400 pages, là, c'est mon domaine de maîtrise. Et puis, depuis 4 ans, dans le fond, je suis directeur général de l'association. La grande famille ACQ, c'est 10 associations à la grandeur du Québec. Nous, en région, on représente la Mauricie, la Lanaudière et le centre du Québec. Excellent. Et toi, Thierry? Thierry, dans le fond, je suis président du CA de la CQ-MBFL, comme William vient de parler, mais je suis aussi président de chez Construction Richard-Champagne, entrepreneur général, dans le fond, en Mauricie, avec pas loin d'une 40aine d'employés, je te dirais. Donc, tu as les 2 mains dedans. Pas mal dedans, effectivement. Fait que, tu sais, les défis, quand tu parlais de la place d'innovation, c'est quelque chose d'assez centralisé parce que, dans notre cas, l'innovation arrive souvent quand il y a des problèmes. C'est quand on vit des problèmes qu'on dit là, il faut changer nos méthodes pour faire quelque chose, pour être capable d'arriver plus loin. Puis on sait que les contextes actuels, que ce soit de coût des matériaux, main-d'œuvre et tout, ben c'est pas en faisant la même chose encore dans les 10 prochaines années qu'on va arriver au même résultat. Ça marchera plus tantôt. Fait que, tu sais, de mon bord, l'innovation, ça fait quand même longtemps que j'y travaille. Moi, quand j'étais à l'université, à l'ETS, j'ai travaillé pour une start-up, dans le fond, une firme qui s'appelait Obrella Construction, qui est maintenant affichée à Montréal, qui font des buildings à partir de la toiture. Fait que c'était ma première approche. Puis comme tout bon premier projet d'innovation, ben ça n'a pas marché. Fait que le premier projet qui a été fait là-dedans, ben finalement, ça a été fait en conventionnel. C'était supposé être un 7 étages en acier, nouvelle méthode, tout ça. Oups, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas assez de gens qui voulaient embarquer. Fait que déjà là, on s'est buté à oups, on pensait que ça allait fonctionner. Puis là, je faisais un genre de stage avec le GRID, dans le fond, c'est le groupe de recherche et d'innovation en développement bâti à l'ETS. Puis là, il m'a demandé de prendre des données pour comparer avec des méthodes normales versus la nouvelle méthode. Mais là, la nouvelle méthode, on n'en faisait pas. Fait que c'est beaucoup des problématiques comme ça qu'on vit en construction. Puis je pense que la nature de la construction fait en sorte que c'est une coche supplémentaire. Tu sais, l'informatisation, que ce soit un formulaire ou peu importe, les gens sont comme un peu, malheureusement, réfractaires. Mais en même temps, le travail est tellement manuel que la feuille de temps qui se faisait avant, papier, bien, ça fonctionnait quand même. Pourquoi là maintenant aujourd'hui il faut que je change? Fait qu'il y a comme un peu ce changement de paradigme-là qu'il faut faire. Puis c'est pas tout le temps évident d'arriver à convaincre les gens, mais
de calculer aussi cette plus-value-là réelle, de dire, attends un peu, ça a-tu vraiment une plus-valeur que ce que je fais ou c'est juste comme, ça serait cool? Changer pour changer. Exactement. Puis des fois, je pense qu'on peut aller rapidement dans c'est trop, là. L'overkill, là, ça vaut peut-être pas la peine. Puis je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont pas tout le temps adaptées au style d'entreprise non plus, là. D'où les outils comme Hugues est en train comme vous êtes en train de faire chez Explorer, bien ça, c'est hyper intéressant parce que ça touche exactement un problème direct de dire, bien là, on a de moins en moins de monde qui sont capables de compter des plans. Fait que pour moi, c'est un outil qui va être qui va aider, c'est sûr, dans le temps, là. Ben, justement, merci pour la petite passe à la POC. Pour en parler, arrêtons de tourner autour du pot. Hugues, mais de quoi parle-t-on, justement, et qui es-tu? Hugues Mayotte, vice-président vente et marketing chez Explorer. Donc, en fait, ce que tu nommais, c'est quelque chose que, tu sais, nous, à travers les conférences et les événements qu'on fait, on entend toujours le même discours, que ce soit dans le manufacturier ou dans la construction. C'est justement que plus, entre autres en estimation, plus ton domaine d'affaires est précis, plus ce que tu fais, c'est pointu. Non seulement, il n'y a pas de formation pour ça, fait que c'est très, très long à amener quelqu'un en compétence, ce qui fait que ça devient rapidement ton goulot d'étranglement si tu veux si tu veux scaler ou grossir ta business. Fait que l'idée, c'est d'utiliser ces outils-là. Puis, entre autres, en construction, on est vraiment en retard par rapport à l'adoption, au niveau de l'adoption. Même au Québec, de façon générale, on est en retard. On est passé en arrêt de l'agriculture. Oui, bien sûr. C'est pas peu dire. Hein? Puis, il y a un volet culturel au fait d'être québécois, mais il y a aussi un volet par rapport à la construction elle-même, qui est un domaine très, très old school, très archaïque. Ouais, ben, tu sais que les choses marchent, fait qu'on les fait comme celle-là, mais on n'est pas nécessairement centré sur l'innovation comme dans d'autres domaines, en cherchant comment on pourrait améliorer les processus. Fait que c'est vraiment ça que le message que vous portez, c'est celui que moi j'entends dans toutes les conférences, dans les événements, puis que c'est vraiment, il y a un besoin, puis les gens ne savent pas que ces technologies-là existent, puis c'est vraiment, tu sais, au-delà du fait qu'ils existent et elles fonctionnent, mais, tu sais, même des technologies comme Punch Mobile, c'est pas révolutionnaire, mais c'est efficace, tu sais. Fait qu'il y a même on part de loin là, dans la construction, essentiellement. Je donnais l'exemple de Punch Mobile, puis on part de très loin. C'est un concept qu'on vient juste d'introduire à nos conventions collectives. C'est fou, hein? Comme quoi. Puis ça fait combien de temps que ça existe? Au moins 5-6 ans, si c'est pas plus. Ah, hein? mon Dieu. Ben oui. Mais ce qui est fou là-dedans aussi, souvent, c'est que les PME, puis comme on disait tantôt, moi, j'ai les mains dedans, fait que je m'en rends compte, c'est qu'on est tout le temps un petit peu les brebis égarées dans le sens où il y a tellement de gens qui s'improvisent un peu, donneurs d'outils, on va vous aider, on va vous améliorer vos processus, quand au final, c'est pas vraiment le cas, puis c'est pas vraiment fonctionnel. Moi j'ai souvent l'image de dire souvent, ça me donne le feeling qu'on essaie de mettre un carré dans un cercle. Ça fonctionne pas. On me dit que ça fonctionne. Ils me disent, ouais, les processus, on va tout automatiser ça, mais quand ça te coûte 130$ de l'heure, après une coupe de shots, c'est ben là, je comprends pas. Au début, c'était supposé fonctionner. Puis là, il faut que je contourne mon processus initial qui était non pas parfait, mais fonctionnel, à quelque chose qui est là, qui est réparti sur un paquet de choses qui fonctionnent pas. Fait que ça devient extrêmement épuisant pour les PME. Puis ça donne pas le goût non plus d'y aller. La seule chose, par exemple, que je dirais, ou j'aurais un conseil à donner aux gens, c'est faites-le quand même parce que c'est de l'apprentissage. Je veux pas dire que c'est sûr que votre premier projet va planter. C'est pas ça que je veux dire. Mais attendez-vous d'avoir des gros défis. Là. Ça sera pas genre one-shot deal, hey, c'est parfait, ça a été tellement facile. Non, ça sera pas le cas. Là. Vous êtes particulièrement bien positionné. Tantôt, je disais une famille d'associations. Là, je comprends, la Sécu, c'est une association d'associations, finalement. Et puis, c'est 20 000 compagnies. Est-ce que j'ai halluciné ça? 20 000 entreprises membres de la Sécu? Il y a 30 000 entrepreneurs au Québec, grosso modo enregistrés à la CCQ. Sur les 30 000, la grande famille SCQ représente 20 000 entrepreneurs au Québec. Incroyable. Donc, quand on parle de bien saisir le bobo, je pense que vous êtes particulièrement bien positionné pour le ressentir. Donc, la motivation est là, je comprends. À quel moment est-ce qu'on se dit, t'en as un peu parlé tantôt, Thierry, là, ça se fait papier, tu sais, fait que pourquoi on changerait la formule? À quel moment on s'est dit, non, il y a un pas à faire? Là. Il y a eu 2 événements, nous, la COVID. Pas étrangement, dans le fond, ce qui est arrivé, la rupture de la chaîne d'approvisionnement est arrivée, puis des choses aussi banales que de commander des formes de toit, c'était plus possible. Ou on les avait 6 mois en retard. Fait qu'on a dit, bon, OK, tu sais, ça, c'est vraiment l'innovation, peut-être pas IA, mais c'est vraiment l'innovation de dire, OK, on fait quoi, là? On attend-tu? On va être en retard dans notre projet, ça fonctionne pas. Fait qu'on s'est dit, on va les faire. OK, comment on fait ça? Fait que là, on a commencé à regarder, on a fait venir un ingénieur. Puis c'était pas des formes de toit si simples que ça. C'était 4 pieds de long, 45 pieds de long, 4 pieds de haut, 45 pieds de long, sur un toit très angulaire.
Bien, on l'a fait, ça a fonctionné. Ça a été la première étape. La deuxième étape, on a fait un 32 logements. Advienne que pourra, il y a des aléas de la vie du projet, on prend un peu de retard dans le chantier. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire des planchers puis des murs préfab. Jamais fait ça. OK. Fait qu'on part, fait des dessins. J'ai l'avantage d'être en ingénierie, puis j'ai un partenaire aussi qui l'est. On a fait des plans 3D avec les quantités. On a monté ça dans le shop, on est allé monter ça au chantier. Ça a été un succès total. Ça aurait pu être une histoire d'horreur aussi. Je pense qu'on est assez intense pour pouvoir que ça fonctionne. On veut que ça fonctionne, mais on avait des gens qui avaient déjà fait ça à l'interne. Fait que, encore là, à chaque fois, c'est arrivé de crème, mais on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le subit ou on essaye de passer par-dessus puis de trouver des nouvelles solutions? Puis c'est un peu ça qui nous a amené à faire ces projets-là. Puis, à quel moment est-ce qu'il y a eu la rencontre d'explorer ACQ? Puis toi, tu arrives, OK, j'ai ce problème-là. Tu nous parles de ton bagage direct dedans. Oui. Puis toi, en tant que président de l'ACQ, tu t'es tourné vers le DG, tu te dis, moi, c'est un problème récurrent ou c'est quoi l'ordre des choses? Écoute, ça a été spécial. Ouais. Un bon vieux 5 à 7. Ouais. Un bon vieux 5 à 7. On a rencontré Doriane Deshaies qui est venue nous voir. Oh oui, intelligence artificielle, explorer. Mon Dieu, notre industrie est en retard, tout ça. Mais encore. Fait qu'on... C'est une belle rencontre. Ils nous ont exploré. Ils nous ont expliqué leur projet. Et écoute, on a embarqué, là. C'est extrêmement intéressant en tant que tel. Là. C'est ultra intéressant, mais le point à la base de tout ça, on a quand même une peur. Une peur d'embarquer dans ce projet-là. L'industrie de la construction au complet, que ce soit au niveau de l'association, au niveau de l'entrepreneur en construction, c'est un domaine qui est familier, l'intelligence artificielle. Fait que ça en est une des barrières à la base. Il y a le dos large, l'intelligence artificielle. Ben, c'est un peu comme la COVID dans le temps. Là. C'est comme... c'est tellement... Les gens, ils pensent juste à ChatGPT, puis elle est là la problématique aussi. Oui, c'est une plateforme, encore là, c'est un peu comme n'importe quoi, garbage in, garbage out. Si tu amènes des mauvaises données, tu vas avoir un mauvais résultat. Ça, c'est pas enlevé. Mais je pense que c'est ça, les gens, il faut qu'ils apprennent à adopter les choses, puis dire, on va faire un test à la fois, une petite chose, puis ce que Explorer fait, je pense, c'est justement de ne pas faire 12 000 affaires en même temps. Faire une affaire, on le fait comme il faut. L'estimation, on s'entend que dans plusieurs entreprises, parmi les 20 000 qui sont membres, ça doit être une portion quand même importante qui ont ce problème-là. Oui, bon, on parle de l'estimation, puis le problème à la base, si on parle de chiffres, là, grosso modo, 2019, environ 160 millions d'heures déclarées dans l'industrie de la construction. Arrive une pandémie qui est arrivée. Ouais. Arrive 2022, 2023, on est rendu à 210 millions d'heures déclarées dans l'industrie. Fait que c'est la pénurie de main-d'œuvre, oui, au chantier, mais aussi dans les bureaux, dans l'estimation. Puis c'est une compétence qui se perd. Tu sais, nous autres, quand on a vu ça, ce que vous avez remarqué essentiellement, c'est que, tu sais, quand on allait voir des entreprises pour faire ce type de projet-là, quand tu arrives avec un projet unique avec une entreprise pour leur charger presque 1 million, faire quelque chose comme ça, ils disaient, je n'embarquerai jamais là-dedans. Fait que là, nous, en association, on s'est dit, on va investir là-dedans, on va faire la plateforme, on va partir la première fondation, puis après ça, on va l'adapter aux différentes spécialités de métier. Puis on a eu, entre autres, des subventions, mais en fait, il y a plusieurs de nos entrepreneurs qui ont eu des subventions. Fait que l'argent public est utilisé à bon escient pour pouvoir développer des outils ici parce qu'on est tellement frileux au Québec comparé des États-Unis qui, eux, là, c'est comme une révolution industrielle qui se passe là-bas avec l'IA. Là. Fait que eux, ils envahissent notre marché, nos entreprises avec des outils américains. Fait que je suis vraiment content que toute l'énergie et le talent qu'on a au milieu dans les universités au Québec puis au Canada puisse être utilisé à créer un outil qui est commercialisé au bénéfice des gens au Québec. Mais tu as raison, ce que tu as dit, c'est que dans le fond, on perd notre compétitivité à l'international. Ça, c'est triste un peu parce que du talent, on en a. On en a au Québec du talent, c'est pas le problème. Mais là, d'arriver de dire, attends un peu, des gens des États-Unis peuvent commencer à venir côté parce qu'eux autres, ils ont fait le saut. C'est sûr qu'au début, comme je disais tantôt, ils n'ont pas juste eu des succès, ça se peut pas. Mais ils ont fait de quoi? Il y a une culture de l'innovation là-bas qu'ici, on est plus frileux, hein, tu le mentionnais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'arriver avec quelque chose qui est de dire, le produit il est prêt, mais là, il te manque une petite façon de l'adapter. Bien là, l'entrepreneur va être beaucoup plus confortable à investir pour pouvoir l'amener à ce que ça réponde à 100% de son besoin. L'autre réalité, un peu ce que Will disait, la moyenne de nos entrepreneurs, des entrepreneurs de la Sécu, c'est des gens qui ont 5 employés et moins. Fait que c'est sûr que eux autres, le gars, le président, ben, c'est l'estimateur, c'est le chargé de projet, c'est le gars au chantier. Il paye la fin de semaine, puis le soir, ben, c'est peut-être sa conjointe ou quelqu'un dans sa famille qui fait la comptabilité. Le temps
est vraiment un enjeu important. Fait que si tu arrives avec une solution qui dit, ça va être vraiment plus vite, c'est sûr que ça va être winner pour lui, mais il n'y a pas le temps, lui, de chercher. Puis c'est ça un peu que la Sécu essaie de faire aussi, de dire, on va essayer de rassembler les services pour aligner ces entrepreneurs-là. Et c'est ça la réalité. C'est ça notre Québec, c'est 5 employés moins. Je fais du pouce sur ce que Thierry dit. Je vois avec des stats encore. C'est 85 % de nos 30 000 entreprises qui ont 5 employés et moins. Fait que c'est qui ces entreprises-là? C'est le charpentier, c'est l'électricien, c'est le plombier qui démarre sa propre compagnie. Puis lui, c'est un gars de terrain, c'est un gars concret. Puis on demande à ce gars-là, dans 5, 6 ou 10 ans, toi, il faut que tu investisses dans un projet d'intelligence artificielle dans ton entreprise. Les deux profils ne se oui, sont complémentaires, là, mais ça ne fonctionne pas ensemble. C'est difficilement rejoignable. C'est pour ça qu'ils ne sont pas portés, dans un premier temps, à aller vers l'innovation. C'est pour ça que la Sécu, c'est votre rôle, dans le fond, c'est de scanner le marché pour voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça, de dire, regarde, voici, on a des projets porteurs avec les entreprises au Québec. C'est ça? Exact. C'est d'être la référence de l'industrie de la construction. Fait que l'entrepreneur, c'est au chantier, il y a une question, il ne sait pas. Nos congrès, nos conférences sont basées là-dessus. Regardez, ça existe dans le domaine de domaines qui sont plus traditionnels, style l'assurance, style les institutions financières. Mais là, on arrive dans l'intelligence artificielle. L'entrepreneur ne sait plus où se garrocher, il ne sait plus où se tourner, vers qui, puis faire confiance dans un projet. C'est toujours à coût de centaines de milliers de dollars. Ça là. coûte cher, là. C'est pas donné. Il est là le problème. Ça a été le message qui a été martelé encore et encore. Puis la réalité évolue. Des projets à $1 million, on n'en voit plus vraiment. Parce que ça ne sert à rien de voir les 3 ou 10 étapes qui vont mener au goodies qui est au fin fond. On a des étapes intermédiaires pour se rendre là. Juste pour contextualiser un peu ce dont on parle en ce moment, Hugues, peux-tu nous parler rapidement de la solution qu'on a présentée, puis pourquoi celle-ci en particulier? Parce qu'on peut innover à gauche, à droite. Pourquoi celui-là, ce créneau-là? Ce créneau-là, parce que c'est un problème, comme on disait, qui a été mentionné à maintes reprises, mais c'était pas un challenge qui était facile. Hein. Puis si c'était facile, il y aurait 14 kiosques de produits comme ça. Fait que c'est un challenge qui est difficile pour plein de raisons, là, autant au niveau technique qu'au niveau de la lourdeur des données. Est-ce que tu peux le nommer? Estimer? L'aide à l'estimation? Oui, l'aide à l'estimation, bien sûr, bien sûr. Fait que justement, ce produit-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire le décompte sur plan de la portion que les estimateurs n'aiment pas, c'est-à-dire ouvrir ton plan. Puis il existe déjà une solution intermédiaire. Tu sais, avant ces solutions-là, ils le faisaient à la main carrément avec des crayons de couleur sur les plans. L'étape intermédiaire, c'est avec des logiciels que tu fais cette étape-là en cliquant sur les choses que tu veux décompter. Mais quand tu dois cliquer 150 à 250 fois sur une seule page, on parle d'heures, de semaines pour faire juste un seul take-off. Puis c'est même pas garanti que tu vas avoir la job, là. Non, en plus. Fait que tu t'investis des heures, mais tu n'as pas le choix parce que sinon, c'est la fin de ton entreprise. Fait que estimer qu'est-ce qu'il vient faire, c'est vraiment la première portion de mettre le plan dedans et puis que tu indiques à l'intelligence artificielle qu'est-ce que tu veux extraire comme information, dans quel format tu le veux. Puis tu fais une validation. Évidemment, c'est pas comme un script de A à Z qui là tu dis qu'est-ce qu'il a fait, je l'ai pas vu. En intelligence artificielle, on doit valider. L'humain doit voir qu'est-ce que l'intelligence a fait, parce que sinon, il n'y aura pas de confiance. Fait que l'étape d'annotation sert justement à s'assurer qu'on a tous les éléments qu'on a besoin sur le plan, qu'il n'y a pas eu d'erreur, parce que les systèmes ne sont pas parfaits. Ils aspirent à le devenir, mais comme l'humain ne le sont pas. Les plans deviennent de plus en plus complexes aussi. Absolument. Ça, moi, je l'ai vécu, là, je le vois à différence dans les 5 dernières années. On a beaucoup plus d'addenda. Beaucoup plus. Les soumissions deviennent lourdes. Le processus de soumission devient très, très, très lourd. T'as-tu invité assez de monde? Tu reçois un addenda dernière minute, la date ne change pas, mais là, tu es squeezé dans le temps. Il faut que tu calcules des nouvelles quantités. Moi, comme général, c'est souvent plus axé sur tout ce qui est charpenterie, tout ça, mais il faut que je reçoive le prix de mes sous-traitants aussi. Tant que j'ai pas mon prix, je suis pas capable de finaliser mon offre. Puis si j'envoie pas mon offre, j'ai pas la soumission. Fait qu'on vient vraiment dans une loupe un peu difficile, justement, où la lourdeur administrative augmente sans cesse. Puis on se demande quand ça va finir. Mais ces outils-là viennent justement pointer ce problème-là puis régler ça aussi à la source directement. Le déclic de votre côté, c'est de voir que, OK, il y a quelque chose qui me parle à moi. C'est quelque chose qui a été réfléchi pour moi en tant que spécialiste dans le milieu de la construction. Bien, quand les premières discussions qu'on a parlé avec Hugues, je l'ai vu tout de suite qui comprenait le milieu. Parce que tu peux parler avec des gens qui fournissent des produits,
mais qui te disent « Ah, il y a ça, mais tu dis comme ouais, mais ça doit fuck all à ce que je fais. » C'est pas, on peut pas scinder ça ensemble, ça marche pas. Oui, ça peut-être en manufacturier, parfait, c'est bon, ça aurait du sens, mais moi, dans mon cas, la construction, non. Mais quand on parlait avec eux, j'étais comme OK, il y a jasé avec du monde de construction parce que son langage était comme ça. Puis je dis, déjà là, ça fait la différence. Parce que c'est tough, pour une personne qui n'est pas nécessairement là, de comprendre le vrai besoin. Il faut quasiment que tu vives dedans là, pour savoir comme OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis des fois, c'est peut-être des petites niaiseries, mais ça fait toute la différence sur après ça, l'entrepreneur qui va l'utiliser pour faire hey, ça, c'est une vraie solution qui répond à mon besoin et non pas à un besoin qui n'existe pas. Là, puis c'est un sérieux problème que Thierry identifie. C'est pratiquement 2 langues différentes que quelqu'un en technologie numérique puis un entrepreneur en construction utilise. Les deux se regardent, les deux se parlent, mais ne se comprennent pas. Puis c'est là l'avantage de Hugues. On l'a rencontré, puis il a déjà fait des projets dans l'industrie. Les projets ont fonctionné. Fait que c'est un gros avantage. La confiance est là. Ouais. Puis justement, c'est le fait de travailler. Puis au début, quand on a commencé comme généraliste, tu touches à différentes industries, mais à un moment donné, au fil du temps, tu finis par te spécialiser parce que tu vois, comme on fait du service, bien, tu vois plusieurs clients de la même industrie, puis leurs problèmes, ils viennent t'imbiber. On a bien qu'on dit, on est comme tes problèmes. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'on est très sensible à ça, puis au final, ça fait qu'on se met à réfléchir un peu comme les gens qui utilisent ces outils-là. Fait que l'équipe de technique chez nous a parlé à des dizaines, à des centaines d'estimateurs à travers ça. Fait qu'à un moment donné, eux aussi sont absorbés par la problématique, puis ça fait que tu as une compréhension beaucoup plus fine du problème que juste essayer d'imposer un produit pour rien. Puis, c'est sûr que dans le contexte d'aujourd'hui, on regarde des projets sans nommer, ça clique, tu sais. Les gens, c'est sûr qu'ils auront un petit goût amer de ces genres de projets-là pour dire « Ouais, ben gars, finalement, voici ce que ça donne. » Puis c'est vrai, je pense que des gros projets comme ça d'envergure, en tout cas, clairement, la réalité nous le démontre, bien, on n'est peut-être pas rendu là tout de suite à faire des grosses affaires comme ça. Mais ça laisse un goût un peu amer dans la bouche. Je disais, c'est-tu vraiment ça l'approche qu'on veut continuer à préconiser? Non, pas du tout. C'est pas ce goût-là, mais c'est l'impression que ça donne. Parce que les gens regardent ça, ils voyaient bien que ça marche pas. Ouais, mais c'est ça, c'est pas représentatif nécessairement de la situation. Sauf que moi, je pense qu'il faut pas enlever le côté, comme je disais tantôt, d'échec. L'échec, c'est pas nécessairement une finalité, c'est un pas vers l'avant pour autre chose. Puis ce nuance-là, je pense qu'elle fait toute la différence. C'est pas dire, bien, ça n'a pas marché, fait que j'en fais plus. Non, c'est pas ça. C'est que, OK, comment je vais me prendre différemment? C'est pas vrai que tous les entrepreneurs qui ont fait des jobs, ils ont tout eu parfait, puis ça a toujours bien été, c'est faux. Ouais. Il y en a au moins planté une comme faux, comme du monde, pour te rendre compte que, la prochaine fois, je vais en faire différente, je ne me ferai pas ça de même. T'sais. Ça fait partie de l'apprentissage. Pareil comme des enfants. Quand ils courent, ils tombent, ils se font mal. OK, maintenant, je peux faire ça. T'sais. Ça fait partie de ça. Puis ça, je pense que cette approche-là est extrêmement importante pour comprendre les besoins puis d'apprendre de ça. Puis, autre gros avantage d'Explorer, là, il est au Québec. Oui. Je veux dire, on peut aller dans son bureau, on peut le rencontrer, on peut même y toucher. On peut faire un podcast. Il n'est pas outre-mer. Exact, en plus, c'est ça. Ouais. Et ça, justement, je me demandais si ça avait eu un impact. Parce que là, on parle, OK, c'est extant, la technologie, elle est là, elle est québécoise, elle fonctionne, le langage, il est simple, il me parle. Mais maintenant, l'innovation, il y a des barrières par rapport à ça. On y a un petit peu touché plus tôt. Le gouvernement dit go, go, go. D'ailleurs, Estimé a reçu du financement gouvernemental pour pousser cette innovation-là, malgré le petit goût amer de sa clique, il faut le souligner. Donc, on sent d'un côté qu'il y a de la résistance, de l'autre côté qu'il y a un vent d'eau. On se sent comment dans ce tourbillon-là de push and back? Ben moi, le SACLIC, je l'entends dans presque... Ouais, ça va-tu finir en SACLIC, ce projet-là? Fait que c'est extrêmement néfaste pour nous. Puis, tu sais, à la base, je ne vais pas faire de politique, là, mais ce projet-là, il y a des raisons pour lesquelles ça a foiré. Là. Il y a eu des gros problèmes de gouvernance. Il y a eu des gros problèmes de gestion de projet, de suivi, d'informations cachées. Fait que c'est sûr que tous les ingrédients pour l'échec, c'était là. Ouais. Fait que, tu sais, chez Explorer l'approche, puis tu sais, on a fait 160 projets. Fait qu'on a appris les premiers. Il y en a qu'on s'est cassé la margoulette un peu, mais on a appris de tout ça. Fait que maintenant, on met des garde-fous pour s'assurer qu'on n'arrive jamais à un désastre. Ça se peut qu'on arrive à 10 off, puis qu'on s'est trompé, puis qu'on a mal évalué. C'est déjà arrivé récemment, même sur un projet, qu'un bout de code, une fonctionnalité qu'on a mal évaluée. Ça a coûté 4 fois ce que ça aurait dû coûter. Des erreurs, ça arrive comme ça, mais c'est très, très circonscrit. Là. C'est pas un projet qui peut déraper. Non, on passe pas du double, même pas de 50 ni 25 mais ça se peut qu'on déborde un petit peu sur un thème. L'autre chose, c'est que le projet a fini par fonctionner. Bien sûr. Souvent, l'entrepreneur vient nous voir dans le bureau puis il dit « Là, je suis rendu à 100, je suis rendu à 150 000, puis le projet, pas fini. Il n'est pas fini, puis il ne fonctionnera pas. »
Tu sais, il faut que je mette la hache dedans. Ouais, il y a une perte de confiance. Fait que là, tu sais, le projet, il a fonctionné, il a réussi, il a livré. Tantôt, Rémi, tu parlais de comment on se sent là-dedans, mais c'est que dans le fond, il faut quand même mettre en perspective l'industrie de la construction n'a pas eu d'investissement depuis les 50-60 dernières années. Ouch. Fait que, tu sais, de dire aux entrepreneurs, puis moi, c'est comme ça que je le vis, justement, comme entrepreneur, de dire, ben là, du jour au lendemain, tu clignes des clous, mais maintenant, il faut que tu sois dans l'intelligence artificielle. Le gap est trop gros. Puis c'est ce que je me suis rendu compte aussi en jasant avec certains fournisseurs de produits. Ils sont comme, ouais, là, dans plus tard, les drones vont tout scanner tes affaires. J'ai dit, ouais, mais ça, c'est dans plus tard peut-être, mais je suis même pas capable encore de faire des choses bien basiques, là, tu sais. Ils sont ridicules là, maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire. Fait que faut que ces étapes-là, je les vive quand même, tu sais. Tu peux pas passer de l'âge jeune à adulte one-shot de ton adolescence, puis ça, c'est nécessaire. C'est pareil pour une entreprise. Tu n'as pas le choix de passer par des petites étapes pour faire, OK, là, je suis prêt, je suis mature. Monter chaque marche à la fois. Exactement. Une marche à la fois. Puis c'est le petit bout que je trouve que ça a trop été vite, peut-être. Là. Ils ont trop essayé de rentrer ça. Là, Thierry, c'est parce que la technologie a avancé tellement rapidement que Oui, c'est une révolution. Là, juste avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, Ouais. toutes les possibilités, puis pas juste ça, toute l'intelligence artificielle, l'application. Au début, c'était très académique comme technologie. Là, c'est beaucoup plus appliqué. Fait que ça s'est fait très, très, très rapidement. Là. Fait que pour les entreprises en construction qui sont même pas proches de ce domaine-là, de s'adapter à ça, c'est incroyable. Mais ma question, c'est comment on fait maintenant pour amener l'industrie au moins essayer de rattraper le retard? C'est vraiment ça la bonne question à se poser. Moi, mon idée là-dessus, c'est qu'il faut commencer par des entrepreneurs qui s'impliquent dans l'industrie puis qui s'élèvent au niveau de l'industrie. Deviennent des leaders, des porteurs de message. Exact. Si tu penses seulement à ta poche à toi, ben écoute, tu vas peut-être aller loin, mais en tant qu'industrie, ça ira pas très loin. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de subventions tantôt. Ça devient, en tout cas, avec des subventions, on développe des technologies, puis ils deviennent plus abordables aux entrepreneurs. La bouchée est moins grande. Fait que moi, je pense que c'est par des entrepreneurs modèles, des subventions aussi qui peuvent s'appliquer. Des sectoriels qui ont du leadership comme vous autres. Ben oui, ça prend des acteurs dans l'industrie comme ça qui viennent faciliter l'implantation. La Sécu a mis en place un comité justement d'innovation que je fais partie justement. Puis ce qu'ils veulent, c'est justement ça, un peu faire une genre de veille technologique pour dire, hey, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire à nos membres, qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui marche moins, on peut-tu avoir des feuilles de route, des choses, y a-t-il des choses que vous avez implantées qui marchent, qui fonctionnent bien, et comment que vous l'avez utilisé. Puis moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. J'ai pas peur de présenter mes choses parce que je me dis, moi, si je l'utilise déjà, j'ai déjà mon edge. Mon edge, il est déjà là, mon edge. J'ai pas peur de montrer les choses. Ça fait après 10 ans que j'utilise une application qui s'appelle FieldWire, pour ne pas la nommer. Mais à chaque fois que j'en parle aux gens, je dis, ben moi, j'utilise ça, ça fonctionne pour moi. Toi, tu utilises quoi? Puis là, on partage. Mais c'est pas genre, non, je te le dirai pas, puis je sais pas trop. Moi, je suis complètement à l'inverse de ça. Peut-être que c'est une vieille mentalité, justement, de garder un peu ses secrets. Moi, je suis pas là-dedans du tout. Puis je pense que surtout les plus jeunes, ils vont prendre ça vite, ça sera pas trop long. Puis ça va devenir un edge pour les entreprises d'avoir ces logiciels-là parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir faire du maîtrise à la main à cliquer une fois, 150 fois. Là, tu touches quelque chose qu'on voit quand même souvent chez Explorer, le fait que, oui, il y a de la résistance pour ceux qui sont habitués d'une façon de faire, mais il y a un désir très fort de changement de la nouvelle main-d'œuvre. Puis il y en a qui se tournent vers nous. En fait, beaucoup de notre clientèle se tourne vers nous puis ils nous disent on veut pouvoir mettre ça en place parce qu'on se le fait demander. Exact. C'est même pas eux autres qui veulent, pas nécessairement eux autres, mais sans rendre compte, les employés sont comme là, c'est pas le fun de faire ça. La difficulté de main-d'œuvre vient aussi de là, c'est-à-dire, hey, ben, cette job-là, faites de même est plate, mais faites de même, elle va être le fun. Fait on le veut. Ça, c'est réel. Pas plus tard que là, 20 minutes, il y a un entrepreneur qui était tantôt à qui on discutait, qui disait moi, là, c'est pas parce que t'as ça que j'aime bien ça, mais c'est parce que j'ai plus de jeunes. Il dit, je veux intéresser les jeunes à venir dans mon entreprise. Rétention de main-d'œuvre. Fait que si je suis archaïque dans ma façon de faire, les jeunes, ils vont dire ah non, ça a l'air ringard là-bas, ça a l'air. C'est vieux style. C'est vieux style. Fait que il y a un play aussi, en plus de de ce que ça amène comme au niveau de la performance, de la productivité, mais de rendre l'entreprise sexy auprès des jeunes qui vont dire hey, check ça, cette compagnie-là, ils utilisent un paquet d'outils, le fun. Il y a un de nos clients qui fait justement le mur rideau, il a engagé un jeune estimateur, puis lui, il va plus vite que tout le monde avec estimé. Puis les autres, des fois, ils sont comme oh, ça me dépasse un peu, mais lui, il trippe au fond là, c'est comme un projet pilote pour eux, puis c'est lui qui l'emmène à l'équipe. Il l'a adopté. Fait que lui, il a du fun à faire ça, il voudrait pas revenir en arrière. Là. Non, mais c'est très complexe, c'est ça. Surtout d'avoir la main-d'œuvre compétente aujourd'hui et qui a de l'expérience. Souvent, moi, je pose souvent la question, soit à Will ou même aux gens autour de moi, je dis les gens, moi j'ai 37 ans, je pose tout le temps la question, ils sont rendus où ces gens-là?
Moi, des jeunes de 37 ans qui ont de l'expérience, on dirait que je les trouve plus. Ils ont le choix de changer de métier ou je sais pas trop. Puis c'est extrêmement difficile. J'ai eu des chargés de projet, je pense, ça m'a pris quasiment un an et demi avant de trouver des gens qui fitaient aussi puis qui avaient une expérience. Entrepreneur général, spécialisé, ben tu as une chose en parenthèse, ils ont leurs défis, c'est différent. Mais quand tu es général, il faut que tu te connaisses un peu tout. Fait que d'avoir des gens qui ont de l'expérience un peu dans tout, ça devient de plus en plus difficile. Puis nous autres, à l'interne, ce qu'on a comme un peu intégré, c'est justement un peu, ça c'est mon rôle comme président, bien, un peu la veille technologique. Fait que des événements comme ça, j'en parle. Quand j'utilise des choses sur ChatGPT ou peu importe la méthode, j'en parle. Hey, j'ai trouvé ça, j'ai vu telle vidéo, tel podcast, telle chose, c'est intéressant. On va commencer à explorer ça. Fait que tu sais, j'essaie de faire en sorte que les gens sont de plus en plus intéressés, mais aussi qu'ils prennent pas ça comme étant, je vais perdre ma job. Parce que ça a été les sujets que j'ai eus. Bien là, on va tous perdre notre job. Non, vous allez devenir des experts de l'intelligence artificielle. Puis ce job-là est là à prendre. La place est à prendre et pas à perdre ta job. Exactement. C'est différent. Il y a une nuance. Puis les gens, des fois, sont comme, OK. Et souvent, dans l'intelligence artificielle, c'est pas la partie le fun de la job qui est automatisée, on s'entend. Non, exactement. Ce qui est le fun, puis des fois, les gens ont peur de perdre justement cette connaissance-là, mais finalement, ils se rendent compte, finalement, je fais juste déplacer des dossiers à gauche, à droite, il n'y a pas de plus-value. Puis on travaille beaucoup sur ce langage-là. Plus-value, non, c'est pas une plus-value. Pourquoi tu fais ça? Telle affaire. Fait que c'est un gros défi, mais je pense, dans les futures années, je pense que j'ai comme deux scénarios, soit un catastrophique ou l'autre que ça va bien aller. Là, mais positif, je me dis, Thierry, positif. C'est important, oui. Mais le BIM, moi, je suis là-dedans depuis en 2011. J'ai fait mes cours sur Revit, j'ai fait des maquettes 3D. Puis, aujourd'hui, le BIM, oui, il y en a. Ça a-tu évolué autant qu'on pensait? Peut-être pas. Dans les plus gros projets, oui. Il y a eu la SQI qui a mis en place certaines choses, mais fait que je me dis, soit que ça va vraiment y aller go, ou peut-être pas aussi vite qu'on pense non plus. Je sais pas. Je pense qu'il faut juste rester à l'affût pour s'adapter, mais moi, je suis une personne comme ça. Je m'adapte, je trouve des nouvelles solutions, puis des fois, ça peut être fatigant parce que je suis versatile. Une journée, c'est ça, puis demain, finalement, je l'aime pas cette solution-là. Je prends ça, go, j'y vais. Fait que ça c'est peut-être plus dur pour certaines personnes à s'adapter à ça. Pour être adaptable, puis pour adopter, on parle probablement de formation aussi. La Sécu, c'est 20 000 entrepreneurs. Comment on fait pour... Votre mandat, essentiellement, ça devient d'établir des critères de succès pour de la technologie également maintenant. Exact. Un de nos principaux défis, là, c'est de faire adopter le fameux changement, le virage numérique auprès des entrepreneurs. Ce virage numérique-là, c'est incroyable comment c'est difficile. On offre des séances d'information, on offre des midi-conférences, mais l'intérêt, est-ce que l'intérêt est là? Oui. Le temps, c'est une autre chose. Vous disiez tantôt que l'industrie a pris pratiquement 30 à 33 % d'augmentation dans les 3, 4, 5 dernières années. Fait que c'est certain que l'entrepreneur, ça fonctionnait avant, ça fonctionne encore présentement. Fait que inculquer le changement, culture de changement, c'est difficile. Hugues, tantôt, tu disais 160 projets. Donc, de pouvoir faire cette transition-là, d'aider les clients à faire cette adoption-là, on la voit quand même souvent. Donc, pour naviguer une innovation technologique, on a l'habitude, mais ça ressemble à quoi quand on veut le mettre en pratico-pratique? Parlons d'estimer en l'occurrence. Comment est-ce qu'on fait pour garder en tête qu'on veut rendre ça facile? Ça ressemble à quoi l'interface estimée? Bien, l'interface estimée est quand même relativement simple, mais tu as raison en parlant qu'il y a un défi, là, c'est que, typiquement, tu viens mettre un nouvel outil dans les mains de quelqu'un. Fait qu'au début, puis dans les projets ça va de mieux en mieux, mais les premières fois qu'on l'a mis dans les mains, on avait besoin de feedback, savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Fait que là, ça marche pas. Fait que le premier réflexe, eux autres, puis le gros enjeu, c'est qu'ils sont pressés, ils ont du travail à sortir, c'est urgent. Fait que là, tu viens leur demander de t'aider à finaliser l'outil. Fait que au début, ça a été plus difficile, mais un coup qui est là, qui voit ça marche, là, il y a une adoption. Puis, typiquement, la bonne façon de le faire, c'est de prendre ton employé qui est le plus réfractaire, puis de le tenir jusqu'à temps que lui-même devienne motivé, puis il devienne un acteur, un ambassadeur, ouais, c'est ça, du changement. Ouais. Puis, fait que ça, c'est souvent la partie qui est négligée par les entrepreneurs quand ils viennent rentrer un nouveau
un nouveau projet comme ça, un nouveau logiciel, mais ça vient impacter leur façon de travailler. Fait que estimer est conçu de la même façon au niveau logiciel que les logiciels comme Plan Expert ou ePlan. C'est-à-dire que tu vois ton plan, puis tu peux le noter, c'est juste que c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Fait qu'il n'y a pas de grande connaissance là, comme telle. Vous l'avez vu l'outil, effectivement. C'est très intuitif. Tu as le plan qui rentre, tu as l'interface au milieu pour voir les annotations, puis tu as l'extraction de ce que l'IA a vu en sortie. Fait qu'on essaie de garder le logiciel qui est simple parce que justement, on ne veut pas complexifier le travail des estimateurs. Parfois, en design logiciel, tu veux des bells and whistles, tu mets des fonctionnalités partout, puis à un moment donné, tu te perds dans cet océan-là. Puis l'outil devient extrêmement rébarbatif, à part pour la personne qui, lui, il utilise tout ça. Là. Fait que le défi, c'est de trouver l'essentiel des fonctions qui va faire que tu vas pouvoir avancer dans ton travail rapidement, mais sans te perdre dans toutes les... Vous avez déjà vu Photoshop ou les private à oh boy, par où je commence? Mais c'est ce qu'on veut pas. C'est intimidant, puis ça fait que ta relation avec l'outil au début, c'est ouf, oh non, moi, c'est trop compliqué. Fait qu'on a un défi, nous, d'emmener des features d'AI, mais dans une interface qui est facile à comprendre, qui a l'air intuitive. OK, ça, c'est bon, ça, je me repère, là, je peux faire mes annotations ici. Fait que c'est comme ça que l'outil est bâti pour justement maximiser son adoption et qu'il n'y ait pas de pushback. Là. Il y a une évolution. Nous autres, c'est ça. On a commencé avec... moi, quand je suis arrivé, il y a 7 ans, c'était ça. Ils prenaient encore les plans. Puis, moi, je suis passé, justement, je travaillais dans le coin de Montréal. Puis, j'ai acheté une entreprise à Saint-Tite. Fait qu'on s'entend, je suis passé de beaucoup d'habitants à 4000 personnes. Puis, une fois par année, quand il y a le festival, c'est 600 000 personnes. Mais, avec les cowboys. Avec les cowboys. Puis, les plans, c'est ça, c'était papier. On avait les plans papier, puis le gars, il prenait son relevé dessus. Puis là, je suis arrivé là, je dis, OK, un peu, moyenne d'âge, 55 ans. Moi, j'avais 30 ans. Je dis, boy, ça va être tough. Puis finalement, commencer à rentrer pour le logiciel que j'ai rentré, c'est PlanSwift. Je disais, là, c'est pas vrai qu'il va compter ça à la main. Là, fait que là, il commence à utiliser ça. Fait que, de fil en aiguille, on a fait comme, OK, puis même PlanSwift, il fait la job. Mais ça reste encore tellement... Visuellement, oui, puis visuellement pas attrayant plus que ça. Il y a plein d'options cachées un peu, puis tu peux faire des trucs, puis des fois, tu es comme... Je veux juste compter, puis avoir les quantités. C'est rendu obscur, effectivement. Fait que, moi, je suis ingénieur, fait que j'aime bien les fichiers Excel. Fait que, ça finit avec un fichier Excel souvent. C'est comme je compte mes affaires, puis là, je suis dans un fichier Excel, puis ça fonctionne. Puis là, on est rendu justement de... OK, ben là, comment on utilise GPT dans les appels d'offres? On y rentre un peu d'informations, on l'a personnalisé, on a essayé des trucs. Puis encore là, c'est pas parfait, mais on essaye des trucs. Moi, c'est beaucoup ça, je pense, l'évolution de ça. Faut juste dire, à cette heure, il faut essayer. Les logiciels qui vont... Tu sais, avant, t'achetais Windows, c'était one-shot, pas de patch durant 5 ans, tout était beau. À cette heure, c'est plus ça. Puis les gens, ils ont de la misère un peu à avoir ce réflexe-là, de dire, OK, c'est plus rendu ça. Maintenant, tu as un MVP qui sort, tu le fais, ton produit viable minimal, il fonctionne, c'est bon. Bien, après ça, il évolue avec le temps. Mais c'est pareil comme ceux qui ont acheté une Tesla en 2019 versus aujourd'hui. Elle a évolué. C'est plus la même voiture. T'sais. Fait que ça, il faut être conscient de ça. Fait on voit que vous voyez, vous y touchez. Toi, tu as les deux mains dedans. Toi, tu représentes un bassin énorme de Québécois qui travaillent là-dedans. Donc, ça prend une vision pour dire, OK, on embarque dans ça. Puis, il y avait un pain qui était évident. Donc, on comprend bien le chemin qui vous a amené jusque-là. C'est un projet qui amène technologie et collaboration. Donc là, il y a des compétiteurs qui se retrouvent à collaborer dans cet outil-là, à vouloir qu'il devienne le meilleur outil. Il y a des différents verticaux qui prennent place. C'est comment travailler sur un projet de mutualisation comme ça? Au moins, moi, si je peux commencer, on est dans une belle conjoncture. Autrement dit, il y a des heures, il y a des travaux. Pour l'instant, tout le monde travaille. Fait qu'on on enlève au moins cette pression-là de l'entrepreneur d'essayer de gagner des soumissions à tout prix. Il va en avoir quand même, pour l'instant. Fait au moins, il y a ça là, qui est moins pire. Puis au niveau des entrepreneurs en construction avec qui nous, on est partenaires, c'est qu'il y avait un désir, nonobstant le fait que... Ils comprenaient que si c'était de le faire l'outil tout seul, de le réaliser le projet tout seul, il n'y avait pas le budget, puis ils ne voulaient pas prendre le risque tout seul. Fait que dans le cas de l'électricité, c'est 2 entreprises dans l'électricité qui sont compétitives, qui sont en compétition, qui ont fait le choix de travailler ensemble pour faire cet outil-là, pour le réaliser, puis ils supportent ensemble le risque, entre guillemets, et les bénéfices aussi. Fait que, partage des bénéfices. Oui, exact. C'est incroyable. Je trouve ça fou parce que c'est exactement le genre de... Moi, quand on parle d'innovation, tu dis, dans quel autre contexte ces 2 personnes-là auraient pu travailler ensemble? C'est surprenant. C'est juste, Thierry, c'est juste que tu leur fasses réaliser
qu'au final, leur avantage compétitif, là, on n'est pas tout seul à être intelligent, on n'est pas tout seul à avoir des bons architectes logiciels. Fait qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire. Fait que là, il y a une opportunité unique d'avoir notre solution au Québec. Puis si on attend tout, puis on dit « Ah, ben non, moi, je n'embarque pas », ben là, il va y avoir une entreprise américaine ou chinoise ou russe ou peu importe qui va arriver avec son logiciel, puis il va être bon, puis il va fonctionner. Et l'autre chose que tu disais aussi, c'est tantôt dans ta conférence, dans le fond, c'est ce qui est le bout de le fun pour l'estimateur, c'est la partie justement stratégie d'affaires. Bien, ce bout-là, il est unique à l'entreprise. Fait que le bout de plate, que tout le monde clique, bien, tout le monde le fait ça. Fait que finalement, la compétition est où exactement? Bien, moi, je pense que finalement, il y en a peut-être pas tant. Là, non, puis l'avantage pour cette entreprise-là, c'est qu'ils ont mis l'outil à leurs besoins à eux spécifiques, même si c'était aux autres entreprises qui vont l'utiliser en SaaS, en mensualité, qui, eux, vont s'adapter à cette méthode-là, mais eux, ils ont l'outil qui est parfait pour eux. Puis, fait qu'il y a plusieurs avantages, mais l'idée, chez Exploré, on aime beaucoup les projets qui sont collaboratifs, avec l'Alliance Métal Québec, on en parlait aussi ce matin. Fait que, c'est vraiment dans notre ADN de chercher à faire des projets avec des sectoriels, avec des gens, des regroupements, puis à cause de tous les avantages que ça peut amener. Oui, parce que c'est innovant jusque dans le modèle. En redistribuant la ristourne de revenus, ben, vous devenez partenaire avec l'entrepreneur avec qui vous travaillez. Ça, c'est très rare. Oui. Et pourtant, pour moi, c'est tellement... ça s'impose. Le reste, ça s'impose. C'est le reste qui n'a pas de bon sens à mes yeux parce que c'est tellement plus facile de faire les choses comme ça quand tu réussis à mettre des gens autour d'une table, puis des acteurs, puis de tout mettre ces gens-là, rassembler ces ressources-là. Ça peut faire des choses qui sont vraiment incroyables. Il y a l'alignement parfait, la conjecture idéale. On regarde géopolitique, on parle de la volonté du Québec, on regarde l'industrie, tout semble conspirer pour que ça fonctionne. Pour faire un retour sur la discussion qu'on vient d'avoir, on a touché à la pénurie de main-d'œuvre. On a parlé à faire de l'innovation, mais faire de l'innovation ensemble. Puis, on regarde un peu vers le futur. J'aimerais ça savoir, de votre côté, la vision, on se met en 2030. Ça va ressembler à quoi? On veut aller vers quoi? Estimer, c'est fantastique. Tout le monde l'adopte, on l'adore. C'est quoi le prochain jalon? Puis, peut-être, par le fait même, un conseil à donner aux PME qui souhaitent faire de l'innovation puis qui ne savent pas nécessairement par où commencer. En commençant, là, on va être en 2030, on va regarder 5 ans en arrière, on va dire, mon Dieu, on aurait donc dû. On aurait donc dû. Moi, je le vois comme un passage obligé. Puis là, comme un troupeau de moutons qui ne veulent pas passer dans la porte. Là. C'est vraiment ça. Là. Fait que, on veut agir à titre d'acteur de changement. Puis il faut les pousser vers l'innovation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petits projets. Le conseil, je commencerai par le conseil de dire, c'est ça, il n'y a pas de petits projets, faites-en. Essayez des choses, explorez. On ne va pas faire de mauvais jeu de mots, là, ou bon jeu de mots, mais c'est un bon jeu de mots. Un bon jeu de mots, hein? Mais trouvez des solutions, puis essayez des choses, puis même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, vous allez avoir eu la compétence puis les connaissances de dire, ah ben ça, j'ai pas aimé ça, fait que je vais pas faire ça. Puis comment je le vois, c'est que la prochaine étape, ça va être avec les professionnels. Parce que là, oui, on compte encore. L'intelligence qu'elle fait, ça compte des plans qui ont déjà été dessinés puis techniquement comptés par quelqu'un en 3 dimensions ou peu importe. Fait que la prochaine étape, ça se fait un peu encore déjà avec le BIM, mais moi, je trouve, dans mon niveau, dans les contrats publics que je fais en Mauricie, c'est encore... je demande des 3D, ça n'existe pas, ou s'ils ne veulent pas les donner. Il y a encore un peu le cachet du professionnel et le client. Fait que je pense que dans les 5 ou 10 prochaines années, ça va être ça la prochaine étape, de dire, là, les projets, on les fait vraiment en mode collaboratif, beaucoup plus inclusif, et partage d'un peu de tout. Fait que souvent, je vais le dire, moi, comme l'entrepreneur, on se fait tout le temps pointer du doigt, mais pourtant, je contrôle pas le coût des matériaux puis des sous-traitants, je contrôle pas le coût de la main-d'œuvre. Fait que je contrôle pas grand-chose dans le projet, finalement. Fait que je pense de mettre tout ça ensemble puis de travailler en équipe, je pense que ça va être ça les prochaines innovations qu'ils vont avoir en construction. Moi, je dirais que le AI mindset, là, de dire, essayez ChatGPT. Puis souvent, les entrepreneurs, quand ils viennent à nous, là, ils savent juste pas par où commencer. Là. Ils sont vraiment là, écoute, je n'entends parler, je veux l'adopter, mais je ne sais pas quoi faire. Puis je leur dis toujours, bien, commencez par vous jouer avec les outils. Commencez à aller sur ChatGPT, allez expérimenter.
Puis commencer avec un projet simple. Souvent, je parle beaucoup de l'automatisation de la facturation. Ce n'est pas des projets risqués en 2025. Il existe un paquet de solutions. On a une équipe chez nous qui vient rencontrer les gens, qui vont regarder ce qu'ont les besoins, qui vont faire des requests for proposal, la RFP. Ils vont aller trouver des solutions, on va aller créer une liste de requis. Puis on va vous trouver des produits qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, avec des références clients. Fait que le risque, il n'est plus là. Fait que, tu sais, commencer avec un petit projet comme ça. Puis après ça, vous allez voir dans la culture de l'innovation, un coup que ça décolle, que ça rentre dans l'ADN de l'entreprise, là, les employés vont en redemander. Fait que là, il va y avoir un premier projet qui va avoir du succès. Puis après ça, les gens vont rayonner, vont être contents. Puis là, c'est les autres départements qui vont dire hey, moi aussi, je vais avoir mon projet. Ouais. Fait qu'il faut vraiment partir le mouvement. Il y a une grosse inertie pour démarrer, mais un coup que tu brises cette inertie-là, il y a une culture de transformation qui se fait au sein de l'entreprise. J'adore ça. On parle d'une peur bienveillante, d'une part, William, qui voit que tout le monde regarde dans la même direction, puis il va avoir un déclic collectif. Fait il y a un goulot d'étranglement si on démarre pas maintenant. Je reconnais le désir d'essayer de goûter, d'aller faire exactement ce que Hugues suggère. Thierry, tu disais, allez-y, c'est donc le fun, essayez des affaires. Puis effectivement, je peux m'imaginer un entrepreneur qui a déjà la langue à terre, il travaille le week-end, donc on lui dit, va donc essayer. C'est une question de mindset, de se positionner, d'être ouvert d'esprit par rapport à ça. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là. Puis effectivement, là, on parle de l'IA générative, donc ChatGPT en l'occurrence. Ça, c'est souvent le premier pas. Pourquoi? Parce que c'est designé pour être général. Accessible, ouais. C'est souvent, je vais entendre la complainte de « Ah, mais tu sais, ça marche pas vraiment, ça fait pas tout ce que je veux. » Oui, c'est normal. C'est fait pour... Moi, je le vois comme un excellent outil de prototypage. Donc, le premier pas, définitivement celui-là. Vas-y, va voir les limites. Tu vas rencontrer des limites. That's fine. Ouais. Parce que quand tu vas les rencontrer, tu vas déjà avoir vu tout le potentiel, puis tu vas vouloir explorer plus. Exactement. Comme dit Obélix, l'appétit vient en mangeant. Là. Exactement. Oui, d'accord avec toi, absolument. Mais c'est fou, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, là, mais c'est juste essayer avec un devis, poser des questions sur le devis, parce que souvent, les gens ne savent pas quoi y demander. Bien, c'est ça. Tu mets un document, tu dis, hey, j'ai-tu une clause j'ai-tu une pénalité sous ce contrat-là? Tu l'essayes. Ah, ben oui, il me l'a trouvé. Cabernet Chanquier, il était vraiment caché, là, c'était pas clair. OK. Fait que là, à un moment donné, je pourrais y poser 3-4 autres questions. Fait que, c'est des petits projets comme ça, je pense. Ça, je vais le mentionner, là, pour tout le monde qui nous écoute, qui n'a pas encore essayé. Retrouver l'aiguille dans une botte de foin. Les outils comme ChatGPT, l'IA générative, ça le fait très bien. Allez voir d'autres affaires, mais si votre besoin, c'est d'aller retrouver un truc dans un gros document, tu mentionnais des dizaines et des centaines de pages plutôt, oui, bien, c'est parfait pour ça. Ouais. Messieurs, William, Thierry, Hugues, je vous remercie énormément d'avoir partagé votre voix ici pour le podcast. À ceux qui nous écoutent, vous êtes curieux, vous voulez voir qu'est-ce que ça peut faire dans votre industrie, vous voulez essayer avec l'IA générative, vous le faites déjà, vous voulez aller plus loin, contactez-nous. Chez Exploré, on fait des travaux, on fait des projets, comme vous voyez, non seulement estimés, mais des projets custom. Donc, vos projets, vos rêves, on veut les voir réalisés. Puis des industries comme la Sécu, on souhaite en voir beaucoup plus au Québec, des industries qui sont porteurs de projets comme ça. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On vient de voir un épisode assez impressionnant sur un outil qui va révolutionner l'industrie dans le milieu de la construction. Hugues Mayotte était vraiment excité de montrer à quel point ça va être révolutionnaire, mais on a aussi eu William et Thierry Elliott de la Sécu qui ont parlé de la réalité du milieu de la construction, des gens qui sont dans le concret, puis qui, malgré ça, ont accès désormais à un outil qui vient complètement changer leur façon de faire, mais d'une façon qui est facile à utiliser dans leur façon habituelle d'utiliser la technologie. Donc, j'aimerais ça qu'on déballe ça davantage, Laetitia. On a avec nous Gaétan et Mathias qui travaillent sur l'outil chez Exploré et qui sont les mieux équipés pour répondre à nos questions techniques. Fait que ça va nous permettre de déballer un petit peu ce qui a été dit dans l'épisode. Exactement. Puis, tu dis qu'il travaille dans le projet, mais j'aimerais juste ajouter que Gaétan, c'est le directeur de produit de Estimé et Mathias, architecte de solutions dans le produit également. Donc, c'est les deux têtes du projet. Donc, pour commencer, juste, j'ai retenu 3 points de l'épisode. Et le premier que j'aimerais aborder, c'est la compétition. C'est-à-dire qu'il a fallu rassembler plusieurs personnes du même secteur qui sont en compétition pour signer ensemble pour le développement du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile de les convaincre de travailler ensemble alors qu'ils sont compétiteurs? Comment vous avez réglé
ce premier challenge, Mathias et Gaëtan? Et que par rapport à ça, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est plus, on va dire, du côté du management, puis il y a un enjeu qui est technique au niveau de l'architecture de la solution. Fait que Mathias, je te laisserai la partie, si tu veux, plus technique au niveau de l'architecture de la solution. Puis côté management, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que Hugues aime bien raconter, puis qui vous a peut-être déjà parlé, mais il y a le côté, je veux que ma solution, elle soit propre à moi, que je la garde, que je la partage pas au reste du monde. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel on vient lutter souvent sur l'aspect que simplement, si c'est pas nous qui le développons, quelqu'un d'autre va le faire. Puis il y en aura d'autres des outils là-dessus. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise ça avec nos partenaires. Puis nos partenaires, ils bénéficient du fait d'avoir une solution qui a été faite pour eux, même si elle est développée et offerte à tous. Et souvent avec cet aspect-là du fait que ce soit leurs besoins qui soient le plus pris en compte, ils vont être partants pour entrer dans le système. Fait que ça, c'est plus, on va dire, l'aspect d'Hugues. Puis d'un point de vue du côté du management, qui va plus être mon aspect à moi, il y a ce côté que tout le monde veut la même chose, mais pas de la même façon, puisque chacun a sa propre manière de faire, sa tambouille interne, ses petites fonctions. Et donc là, l'enjeu, c'est de réussir à faire quelque chose qui est suffisamment générique pour répondre aux besoins d'un petit peu un chacun, donc de bien généraliser, tout en offrant les petites fonctionnalités qui vont être nécessaires pour que finalement chacun puisse avoir ses propres règles de calcul qui sont propres, par exemple, aux machines qu'ils utilisent, qui peuvent être propres sinon également à la façon dont ils vont venir comptabiliser, par exemple, les prix. Fait qu'il faut que chacun ait son petit côté de personnalisation, sa petite façon à lui de pouvoir utiliser l'application, tout en gardant à l'esprit qu'en général, quand on répond aux besoins de quelqu'un, si on a bien fait les choses, on répond aux besoins en fait de beaucoup de personnes dans le milieu de la construction. Et souvent, finalement, notre dynamique, c'est plutôt essayons de faire un petit pas en arrière. C'est quoi le besoin initial plutôt que la façon dont on a de le réaliser. Puis comment est-ce qu'on répond aux besoins initial finalement de la construction en général à travers une méthode qui plaît à notre partenaire. Ouais, 100%. On n'a pas synchronisé nos notes, mais on passe des heures ensemble toute la journée. Donc, je pense qu'on est rendu à avoir un cerveau commun. Et sur ça, dans l'aspect technique initial, cette idée d'abstraction, nous, on n'impose pas de manière de faire. Nous, on apporte toute une gamme d'outils qu'eux ils peuvent utiliser. Et ce serait impossible pour nous, d'avoir compris à 100% le métier de l'estimateur. On s'est rendu compte en soi, chaque estimateur, c'est un univers en soi. Et donc, ça aurait été impossible de le faire dans tous les cas. Et puis, même à travers chaque compagnie, ils ont leur propre méthode. Donc, nous, on a des outils qui sont assez abstraits sur la méthode de faire. Donc, on peut faire quelques interactions avec l'IA, mais c'est pas à l'IA d'imposer non plus des méthodes de faire. Et on a quelques éléments un peu de personnalisation, comme Gaëtan l'a dit, où on se dit, nous, on sait que chaque entreprise va avoir ses méthodes. Et puis, on veut être capable de leur fournir des manières de personnaliser l'application au-delà de ce que nous, on dit que l'IA serait capable de faire, le logiciel serait capable de faire. C'est à eux de pouvoir venir aussi définir en quelque sorte quelques utilitaires d'automatisation qu'ils vont pouvoir gérer. Sinon, en termes de logiciel, ça serait toujours insatisfaisant comme solution pour quelqu'un qui embarque dans l'application avec des années d'expérience, des manières de faire. On répond non plus à la question de changement des opérations, des pratiques, elle est quand même particulièrement importante pour, je pense, tout consommateur de l'IA moderne comment ça peut influencer. Et puis, on veut pas non plus... Nous, on veut fournir des outils de travail. On veut pas venir remplacer l'estimateur et son expertise et sa connaissance intuitive qu'il a développée pendant des années. Sinon, d'autres questions, peut-être encore plus dans les techniques, pour la question de compétition, Laetitia avait mentionné, le plus évidente, il n'y a aucun data. Nous, on partage beaucoup de ce qui est le modèle. Il y a des modèles qui sont capables de faire des tâches dont les deux compétiteurs, dans ce cas-ci, pourraient bénéficier, mais il n'y a aucun partage de data, évidemment. Tout reste, nous-mêmes, au niveau physique, il n'y a aucun data qui vit dans le même type de base de données, des choses même. Un peu plus de base, des questions de cybersécurité, c'est des choses que on veut que nos clients, ils sachent que ce qu'on fait, comment on le fait, à quel niveau on est sécuritaire, bien divisé, autant en termes de croissement d'informations qu'on pourrait l'être juste de la sécurité dans le monde général. Mais
c'est plus des choses qui sont un peu plus, en anglais, le set and forget au niveau des clients. Mais pour nous, on l'oublie pas. C'est quand même très présent dans tout ce qu'on fait, on peut pas l'oublier non plus. Exact. J'aimerais revenir sur un point que j'aime beaucoup dont tu as parlé, c'est les outils. On fournit des outils aux estimateurs et tu as dit que l'outil vient pas remplacer l'estimateur et c'est quelque chose qui est revenu dans l'épisode qu'on a tourné à All In et dans les webinaires qu'on fait depuis quelque temps aussi. C'est systématiquement une question qui revient. Les gens en ont peur alors qu'on pourrait se dire le marteau quand il a été créé, c'était pas pour venir remplacer la personne qui allait l'utiliser, au contraire, c'était pour l'aider. Donc là, c'est également la même chose de ce qu'on fait, mais alors pourquoi on pourrait se dire l'outil vient pas remplacer l'IA? Il y a d'autres choses qu'on fait dans l'outil. C'est une vraie boîte à outils, mais l'IA ne fait pas tout à 100%. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de pas aller dans le 100% d'exactitude partout et qu'est-ce qu'on fait pour justement aider l'utilisateur à être confiant, à savoir l'utiliser sans en avoir peur, puis sans tout déléguer non plus. Parce que c'est ça souvent qu'on se dit, quand on utilise l'IA, on regarde plus trop ce qu'elle fait, on peut se laisser déborder, puis on va plus checker l'information. Mais là, l'outil, la façon dont on l'a conçu, c'est typiquement que l'estimateur, il soit obligé d'aller les vérifier, puis il continue son travail quand même. Je pensais avec deux éléments, Gaëtan, si tu me permets. Le premier, essentiellement, de savoir est-ce qu'on l'IA va pouvoir faire le travail à 100%, essentiellement. Et ça, c'est une question que je pense beaucoup de gens se posent dernièrement. Je pourrais pas parler de ce qui va arriver dans 5 ans. Je pense que très peu de gens pourraient savoir à quoi ça va ressembler l'univers au complet dans 5 ans. Et je pense que pour toute boîte d'IA, peu importe le domaine, encore plus maintenant, parce qu'on voit beaucoup de titres dans les nouvelles quand même assez choquants, toute boîte d'IA devrait avoir l'humilité de savoir que l'IA ne pourrait jamais, en aucun moment, faire 100% du travail. Ça reste des modèles probabilistiques. Ça reste dans les cas de modèles que les gens sont plus habitués à ChatGPT. On a tous l'habitude de ChatGPT se trompe. ChatGPT se trompe et dit « Ah oui, exactement. Et maintenant, je te donne une nouvelle mauvaise réponse, essentiellement. » C'est l'expérience de tout le monde. Donc, il faut avoir l'humilité de savoir que ça ne sera jamais à 100%. Notre travail, évidemment, c'est de l'amener le plus près de 100%, mais toujours avec la philosophie derrière de dire « ça sera jamais parfait ». Donc, la question qui se pose pour un projet comme celui-ci, c'est « OK, s'il ne fait pas 100%, s'il est rendu à 95%, est-ce que venir faire le 5% restant et valider le 95% qui a été fait, est-ce que ça me prend le même temps que de l'avoir fait manuellement? On fait par exemple l'analyse de documents textuels. C'est nous, tout ce qu'on extrait. Pour valider ce qui manquerait, ça me prend de relire le document au complet. C'était excellent pour une démo, mais ça fait aucun gain à personne si on doit relire le document au complet. Donc, sur ça, nous, ça c'est notre point de départ, en sachant que avec l'humilité de savoir, ça va pas faire 100% du travail. Et puis pour nous, c'est plus une question alors de mettre tous les outils en place pour minimiser le temps de validation de ce que l'IA a fait. Et puis pouvoir minimiser le temps qui est fait à compléter le travail de l'IA en soi. Et dans ces deux cas-là, c'est pour ça que nous, l'analogie que j'utilise souvent, tous les modèles, les LLM et tout ça, ce sont des moteurs, mais nous sommes en train de fabriquer une voiture. Ça nous prend le frein, ça nous prend l'accélérateur, le volant. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est que ça nous prend une interface où on peut voir tout ce que l'IA fait. Et tous les éléments qui sont faits par l'IA dans notre plateforme, on est capable de les voir quelque part avec une annotation, avec le petit chiffre qui est écrit. On est capable de les corriger, on est capable de l'enlever. Sur ça, par-dessus, on met toute une suite de automatisation de validation de logique métier pour dire est-ce que moi j'ai une fenêtre qui n'a pas de panneau vitré. Ça n'existe pas. C'est pas au moins ici au Canada, il commencerait à faire froid très rapidement si on avait des fenêtres sans panneau vitré. Donc on met en place tout ce genre d'automatisation par-dessus des logiques métiers que ça reste une solution IA au centre. Le moteur IA, il est là, mais il faut mettre tout autour toute une série de validations, de checks, d'outils de visualisation et ainsi de suite. Exact. Ça me permet de rebondir sur une fonctionnalité qu'on a rajoutée dans le logiciel il n'y a pas très longtemps, qui est justement de permettre à l'utilisateur de voir le degré de confiance d'extraction de l'information de l'intelligence artificielle. C'est pas juste, oui, l'IA a extrait l'information, c'est à combien de pourcents l'IA est certaine de ce qu'elle a extraite. Puis si on est un peu en bas de 50%, il faut aller le vérifier nécessairement. Puis si on est à plus de 90, on est déjà un peu plus confiant. Et ça, c'est ultra pertinent, je pense, pour nos utilisateurs. Et ça me fait amener au troisième point.
Cette fois-ci, peut-être un peu plus pour toi, Gaëtan. Hugues, dans l'épisode, il dit que on vient économiser 150 clics à l'estimateur, par exemple, ce qui, honnêtement, est certainement un peu bas par rapport à la réalité. Mais j'aimerais qu'on discute, c'est quoi exactement les 150 clics qu'on évite de faire? Qu'est-ce qui tourne derrière? Tu sais, on parle d'IA, mais on n'en a pas qu'une. On utilise quoi comme technique et qu'est-ce qui nous permet d'éviter tous ces clics derrière? Il y a deux concepts intéressants derrière ce qu'on utilise. Il y a le concept d'IA, puis il y a le concept d'automatisation. Puis on a tendance souvent à réunir les deux ou pas trop bien faire la différence entre chacun des deux aspects. Fait que je vais peut-être commencer par là. L'IA, c'est quelque chose de non déterministe. Fait que ça va fournir un résultat, puis ce résultat-là, il va y avoir une variante, une variation. On a la capacité avec l'IA, finalement, de traiter énormément d'entrées différentes, mais derrière la sortie, on n'est pas sûr à 100% de ce que ça va être. Elle va avoir une petite partie d'incertitude. Ça fait une différence avec l'automatisation, où si j'ai prévu un chemin pour aller de A à C, et que je prends B en entrée, bah, je vais nulle part avec B. Parce qu'un processus d'automatisation, il va toujours de A à C. Puis il va toujours de A à C parfaitement. La différence, l'IA beaucoup plus flexible en entrée, mais par contre, on ne sait pas exactement où on se rend. Est-ce qu'on se rend à 80%, 90%, 95%? Ça reste à vérifier. Fait que l'idée, c'est d'utiliser les deux concepts. Il y a des choses pour lesquelles on peut faire de l'automatisation, et si on peut faire les choses avec de l'automatisation, on va faire de l'automatisation. Pourquoi? Parce qu'on est sûr à 100% qu'on va se rendre au bout du chemin avec une précision parfaite. Si par contre on est sur des tâches qui sont beaucoup plus délicates, avec une grande variabilité, donc tout ce qui va être en général l'interprétation de plans. Pourquoi? Parce que l'interprétation de plans, ça dépend de la firme d'architecte, qui n'utilise pas forcément les mêmes nomenclatures qu'une autre firme d'architecte. Et ben dans ce cas-là, on va devoir utiliser des outils d'IA. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir un ensemble fini qui représente notre entrée. Fait qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui est capable de traiter cette diversité, donc un processus d'IA. Fait grosso modo, derrière ce qu'on fait dans le logiciel, il y a deux outils, de l'IA et de l'automatisation. Puis, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va même avoir plus que ça. En général, de l'IA, plus on lui demande de faire plein de choses en même temps, plus elle se trompe. Il suffit pour ça d'utiliser n'importe quel chatbot comme ChatGPT. Demandez-lui de vous donner une recette de cuisine, de le trajet pour partir de chez vous jusqu'à votre librairie préférée, puis autre chose dans un même prompt, et vous allez avoir trois réponses dont aucune des trois ne fait réellement du sens pour vous et vous permet de réaliser votre tâche. Si à l'inverse, vous lui mettez votre focus sur une seule tâche très spécifique, vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous rendre au bout du chemin, d'avoir quelque chose qui fait du sens. Fait qu'en général, nous, dans l'application, c'est toujours une tâche, une IA. Donc on développe quelque chose où généralement on vient d'abord commencer par aider notre système d'IA, fait qu'on prend le document, on le grossit, on le divise, on clarifie son contenu. Par exemple, sur un plan, ça peut être de venir séparer ce plan en 8, grossir chacune des parties pour que d'un point de vue pixel, d'un point de vue interprétation, ce soit plus facile, ça fasse moins d'informations à traiter pour le système. Donc il y a toute une partie qui va être du pré-traitement. Ensuite, on va par exemple demander au système d'IA de venir interpréter une légende. Par exemple, de venir extraire le texte de cette légende, puis c'est quoi qu'elle concerne? Est-ce concerne une prise de courant? Est-ce qu'elle concerne un mur rideau? C'est que du coup, quelque chose de très concret là-dessus. Puis une fois qu'on est venu récupérer cette information-là, on a déjà eu une première couche d'IA. Si on veut transformer cette information-là, si on veut faire quelque chose à partir de cette information-là, ce sera une autre IA ou un autre processus d'automatisation. Fait que si, par exemple, cette information-là, derrière, on veut la rentrer dans un standard de mesure, ça va être une couche d'automatisation pour venir standardiser l'information. Puis si cette prise de courant, par exemple, on veut venir la détecter partout dans le document, ça va être un autre processus d'IA. Encore une fois, différent.
Fait que par exemple, en général, pour tout ce qui va être interprétation de texte, on va se diriger vers tout ce qui va être du LLM Vision, donc des Large Language Models. C'est ce qui ressemble à, on va dire, des chats GPT, des Gemini, et qui en général est, on va dire, une architecture de type transformer. Puis derrière, on peut avoir d'autres types de modèles qui sont là pour faire par exemple du deep learning, dans tout ce qui va être la partie extraction de murs, dans tout ce qui va être potentiellement la partie détection des icônes. Et donc ça va être une couche supplémentaire d'un modèle qu'on va venir ajouter là-dessus. Et sur chaque tâche d'IA, grosso modo, on a toute une couche de derrière venir standardiser cette information, s'assurer que d'un point de vue logiciel, elle soit le plus exempt, on va dire, de toutes les particularités du plan pour qu'elle puisse se traiter de la même manière, quelle que soit la firme d'architecte qu'on ait rencontrée. Fait qu'en général, un processus d'IA, c'est tout ça. Ça commence par de l'automatisation, ça finit par de l'automatisation. Puis au milieu de ça, on ajoute un certain nombre de couches d'IA en fonction du nombre de tâches qu'on veut faire réaliser par le processus. Et je voulais revenir sur ce que Gaëtan, tu viens de dire. J'ai adoré, ça m'a fait penser, on parle de, je t'entends dire processus d'IA. Si je peux pas m'empêcher de repenser à cette fameuse analogie-là de pain au raisin, où est-ce que nous autres, on crée un pain dans lequel il y a plusieurs raisins, chacun spécialisé. Là, chacun des IA fait son truc. C'est une façon de gérer la qualité essentiellement, en s'assurant que chaque IA ait des œillères. Puis toi, ta tâche, c'est de faire ça, d'aller de A à C ou de A à F. Voici le chemin suggéré. Voici les ingrédients que tu dois utiliser pour compléter la tâche. Puis, on a la mie, le pain qui lit tout ça. Puis si on s'éloigne de l'analogie du pain, ben, on arrive un peu dans un schéma d'orchestrateur, dans le fond. C'est ça, hein? Ouais, c'est vraiment ça. Puis, une chose aussi que dans le même domaine, de pouvoir se spécialiser énormément, c'est un avantage de pouvoir le décortiquer en morceaux indépendants. Mais souvent aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui finalement sont assez similaires. Et un revêtement extérieur, de la toiture, le mur, le sol, finalement, la manière qu'on l'extrait sont suffisamment similaires. Ce sont toutes, le terme technique qu'on nous a appris, ce sont toutes des sandwichs différentes. Et puis, nous, vu qu'on a cette capacité de décortiquer, où on a pris le temps, on a fait l'exercice de vraiment décortiquer tout dans ces plus petites tâches, ben on est capable quand même aussi de récupérer des éléments qui sont communs, même pour des gens que on sort même du côté coopétition que Lucie a mentionné. On parle vraiment de tâches complètement différentes, des gens qui ne seraient jamais parlé, mais que finalement, on peut en profiter pour en faire une solution plus stable, plus solide, parce qu'on est plus large dans la petite tâche qu'il fait. Attends, t'as dit, on est plus large dans la petite tâche? On est capable, vu qu'on l'a décortiqué, la tâche de analyser une liste des produits, des termes complètement abstraits, mais finalement, c'est que ce soit une composition de mur, que ce soit une composition de terre, une composition de sol, que ce soit un groupe de quincailleries. En soi, c'est pas l'IA qui vient imposer une logique spécifique métier. C'est l'IA qui nous sort cette liste d'épicerie, de nos éléments de sandwich. Et que nous, c'est après oui, on a, pour chacune de ces spécialités, on aura un module de logique d'affaires pour lui. Mais ça veut dire que nous, à faire cette extraction de sandwich, on l'a conçu une seule fois et on l'applique un peu partout. Si on l'avait fait tout d'un coup, on aurait eu vraiment deux couches complètement séparées plutôt que des petits modules qu'on peut relier un peu partout. Ah oui, OK. Donc, il y a des synergies dans le développement des différentes fonctionnalités. Parce que là, on parlait tantôt, Laetitia, tu disais l'outil est encore en développement. On a un produit qui est complet, mais pour d'autres disciplines, il est encore en développement. Puis ce développement-là réutilise des choses qui ont déjà été faites. C'est ça? Exact. On a fait des tâches un peu plus abstraites qui nous permettent après de venir bâtir dessus pour quelque chose de déjà existant, un peu plus solide. Est-ce que on est capable de quantifier le bénéfice ou le gain que ça nous permet ou l'avantage en fait que ça nous permet, le fait d'avoir des similarités comme ça? Je pense qu'au début on l'anticipait, on l'espérait, mais là ça se matérialise, c'est-à-dire qu'effectivement que ça soit l'ébénisterie, la structure, la plomberie ou l'électricité, ce sont des spécialités très différentes, avec des façons de faire différentes, avec des inventaires différents, puis malgré ça, on voit qu'il y a des croisements. J'ai bien compris?
Et puis je te dirais que si tu veux savoir, sur une spécialité, 75% du travail est commun. Ah ouais. Donc c'est pas juste anecdotique, c'est comme la grande majorité du travail est commun à toutes les spécialités. Mais ça, est-ce que c'est parce que on a été capable de l'anticiper puis de le préparer, ou c'est la nature de l'industrie qui fait en sorte que ça se ressemble? Le choix de conception sur lequel on a passé beaucoup de temps. En fait, une chose sur laquelle on est très protecteur, c'est que quelqu'un qui a vu la plateforme il y a 4 mois, 5 mois, qui la voit aujourd'hui, visuellement, elle reste quand même très proche. Et quelqu'un qui la regarde d'une spécialité à l'autre, voit pas des outils. Pourquoi moi je suis dans la vitrerie et je vois des outils reliés à l'électrique. Mais c'est parce qu'on a fait un travail d'abstraction quand même assez fort pour s'assurer que finalement, quand il y a quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt au niveau de l'IA et la logique métier qui se cache un peu derrière, mais qui rajoute pas la complexité de la plateforme. Donc, une plateforme qui est capable de faire autant de spécialités, mais de manière que aujourd'hui, moi, je travaille avec les électriciens et je pense à la vitrerie, je me reconnais, c'est la même application, c'est pas une application nouvelle. Et ça, c'est des travaux de choix, de conception et d'abstraction. Mais c'est avantageux aussi parce que là, je m'imagine un entrepreneur général qui a différents spécialistes. Lui, il va être habitué. Ça va être la même interface essentiellement qu'il va voir de fois en fois. Exactement. Puis même, c'est très facile. C'est simplement que il va avoir, par exemple, 3 outils, là où quelqu'un d'autre en aura peut-être un seul. Fait que ça complexifie pas non plus l'utilisation de la plateforme. Ça reste simple à gérer de notre côté aussi. Fait que oui. OK. Mais là, OK, peut-être une dernière question que j'ai pour vous. Là, on parle de la construction, on parle de gens qui veulent faire l'installation. En fait, plus que ça, ils vont faire l'achat, peut-être même la transformation, puis ensuite l'installation dans des grands chantiers de construction. Jusqu'à quel point est-ce que ça peut être un grand chantier? Est-ce que des firmes de génie conseil pourraient voir un intérêt à utiliser ce genre d'outils-là? Bonne question. Ça peut aller, moi je dirais, de la partie étude jusqu'à la partie production. La partie production, c'est souvent un petit peu limité. En fait, on a un projet là-dessus. Puis c'est pas simple parce que par exemple en production, il faut se rendre à une précision de l'ordre de 1/16 de pouce. Puis c'est pas des précisions qui sont faciles à atteindre au niveau des modèles d'IA, parce que ça veut dire que si je vais chercher un mur, faut bien voir les codes qu'on a sur le document. Puis au niveau des extractions, garantir ce niveau-là, ça représente 1 pixel de marge de manœuvre. Fait que c'est assez élevé en termes de technicité, mais on pourrait se rendre jusque-là. Et puis au départ, je pense que c'est là où c'est plus facile, parce que tous ceux qui vont être du côté du bureau d'études, ben souvent ils sont là sur toute la partie planification. Puis quand tu planifies avec le maximum d'informations de c'est quoi que tu vas avoir besoin pour ton projet, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est aussi plus facile aussi, par exemple, pour faire les études de dimensionnement ou ce genre de choses, si tu as déjà accès à chacune de tes quantités, parce que tu es capable justement de faire tes descentes de charge et ce genre de choses pour être capable justement d'analyser cette partie-là. Fait que je dirais du début du projet finalement jusqu'à la partie production, il y a des choses à faire avec l'outil. OK. Ça m'a fait penser à une autre question. En fait, l'inverse de ça, c'est est-ce que vous pouvez visualiser des gens dans le milieu de la construction qui ne devraient pas utiliser cet outil-là ou pour qui ça serait pas vraiment un avantage? J'ai la réponse un peu vente de dire non, tout le monde évidemment bénéficierait un peu d'estimer. Justement, l'idée c'est qu'on est, comme on a dit, on est quand même tellement flexible et puis on laisse tellement de personnalisation que c'est quand même rare de voir ou non. Là, ce que je rajouterais par contre, c'est que nous, il y a certaines choses qu'on ne voudrait pas, ou peut-être on est quand même très ambitieux, mais à terme, savoir est-ce qu'on va être le seul ERP et la solution complète, totale, peut-être pas, mais ce qui serait certain, c'est qu'on aura des intégrations suffisantes pour pouvoir laisser à l'utilisateur continuer à utiliser certains outils, que ce soit le CRM, que ce soit le ERP qui vient par-dessus, des outils de dessin qui sont directement branchés aux machines pour ce qui est fabrication, et ainsi de suite. Nous, dans ce cas-là, c'est plutôt savoir que nous, on a fait notre spécialité, on l'a fait comme tout le monde, on peut l'assurer.
Et puis après, c'est plus une question de dire, on prend ce qu'on a fait et on l'amène de manière standardisée au logiciel qui vient. Comme ça, tout le monde est capable de continuer à utiliser leur processus et puis nous, on reste très spécialisé dans ce qu'on sait bien faire. Ouais, moi, je dirais qu'en fait, quelqu'un qui est, disons, plus un petit peu loin potentiellement du logiciel ou qui a des choses qui sont vraiment très particularités, qui fait beaucoup de choses qui sont très sur mesure, ben simplement, il va avoir besoin de faire un petit peu plus de travail en fait en amont pour être capable d'utiliser le logiciel. Ça veut dire créer plus de produits catalogues qui sont propres à ce qu'il a l'habitude de faire. Fait qu'en gros, c'est plus dans le travail de préparation pour être capable d'utiliser l'application qu'il va falloir mettre un petit peu plus d'effort, qu'il va falloir un petit peu plus standardiser son processus. Fait que là, il peut y avoir quelque chose qui est plus lourd pour être capable d'utiliser la solution. Mais je pense que la solution reste quand même largement adaptée. Parce que surtout sur ça, comme je dis un peu plus tôt, tout ce que l'IA fait, nous, on peut le faire manuellement. Ça, on l'a dit justement pour éviter, vu que l'IA, on veut pas que ce soit une boîte noire, on veut pouvoir rajouter ce que l'IA pourrait manquer. Mais tout ce que nous, on peut faire de manière automatique, on peut le faire aussi de manière manuelle directement dans la plateforme. Donc, si aujourd'hui, il y a des limitations spécifiques parce que c'est pas un processus IA qu'on avait planifié parce qu'il n'y avait pas l'expert métier comme partenaire ou peu importe la raison. Techniquement, comme Gaëtan dit, on peut le faire, ça prend un peu plus de travail, un peu plus de manipulation active. Mais normalement, pour ce qui est de l'estimation, on est capable, il y a un moyen de le faire, un moyen de automatiser certaines parties avec le système personnalisable, ainsi de suite, même s'il n'y a pas de l'IA explicitement fait pour ça. Donc, du moment que les gens pour qui l'estimation est vraiment un fardeau, ben, estimer devient un outil intéressant. Des gens qui sont plus dans le personnalisé ou dans la petite échelle, disons que moi, je fais de la construction chez moi, puis je vais voir un entrepreneur ou je vais voir un électricien, ça s'applique moins à eux. Exact. Et ça me fait penser juste à un point. J'ai un cas d'exemple très concret d'un cas où ça s'applique pas. Typiquement, c'est arrivé dans le cadre de tout ce qui est le travail du métal. Par exemple, qu'on nous dise, moi, en entrée, j'ai juste un bout de texte. Quelqu'un qui me dit, je veux faire ça, par une conversation téléphonique. Là-dessus, nous, on peut rien faire. Ça nous concrètement un plan, un devis, quelque chose sur laquelle s'appuyer. Une des limitations du système, c'est qu'on n'utilise que la donnée qu'on a. C'est-à-dire tous les échanges qui vont être extérieurs, eux, ils pourront pas être pris en compte pour construire quoi que ce soit. Très complet. On peut voir que le logiciel est pas si facile que ça. Souvent, on pourrait penser que parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dessus, mais peut-être que la solution est simple. Non, la réponse n'est pas du tout. On a, comme tu dis, plein de... Je pourrais même pas dire combien de services d'IA et de processus on a actuellement sur le logiciel, qui est toujours en cours de développement, et on en a beaucoup qui s'en viennent. Mais merci beaucoup Gaëtan et Mathias pour cet aperçu plus technique de comment fonctionne réellement Estimé. Et puis, on vous invite à aller écouter le prochain épisode qui va sortir avec Chloé et Jean-Luc sur les médias et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vous.